En attendant de savoir si la Formule 1 pourra aller au Moyen-Orient dans cette fin de saison, on est peut-être arrivé déjà à la moitié de cet exercice 2026. L'occasion peut-être de tirer les bilans, l'occasion de se rendre compte que Mercedes n'est peut-être pas aussi dominant qu'en 2014 et qu'il y a peut-être de l'espoir pour les concurrents. Bref, on va parler de tout ça. C'est le débrief du Grand Prix de Belgique, Spa-Francorchamps, un lieu mythique, et on en parle dans Paddock Pass. Salut les amis, ravi de vous retrouver. On est ensemble bien sûr pour près d'une heure, histoire de débriefer cette 10e manche du championnat du monde de Formule 1. Spa-Francorchamps qui accueillait un joli Grand Prix. Je ne sais pas, on va poser la question justement à nos deux amis. La crème de la crème comme d'habitude, du chroniqueur F1 dans ce pays. J'ai commencé par Monsieur Brice Germain. Comment ça va, Brice ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille, fatigué. On attend la trêve avec grande impatience. Fatigué. Ouais. Je suis fatigué. Il y a un moment que j'ai pas vu Lucas. Purée. Oui, c'est vrai. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Lucas. On l'embrasse, notre Lulu national, bien sûr. Ça va, toi ? Ouais. Il y a un peu hâte des vacances, mais bon. Ouais. Il y a la Hongrie qui arrive. Et qui dit la Hongrie dit rouge sang. On devrait en Donc parler. d'abord la Hongrie, ensuite les vacances. Exactement. En face de toi, bien évidemment, vous en avez pris l'habitude. Il est de retour cette saison avec nous. Monsieur Despiello, mon Pierrot, comment il va ? Ça va bien, pareil, un peu fatigué. J'ai eu la chance d'aller à Spa que le vendredi, par choix plus que par obligation. Mais Comme ça joue. Hein ? Ouais, comme il se la joue. Ah non, mais j'aurais pu rester un champ perso. Spa. Non mais pardon, désolé, excusez-moi. Spa est arrivé et a dit Pierrot, tu peux rester un an si tu veux. Non. Les essais, ça m'intéresse plus. Et ça fait 3 fois que je vais à Spa, rien que cette année. J'y suis allé pour les 6 heures de Spa, j'y suis allé pour les 24 heures, j'y suis allé pour le Grand Prix. C'est bon, l'aller-retour Paris-Belgique. Ah bah. Ça sent le mec qui prépare la défiscalisation dans les Ardennes belges. Je dis ça, je dis rien. Si seulement, putain. Bah, si c'est que la défiscalisation, il s'est passé bien d'autres trucs dans les Ardennes belges. Donc... C'est vrai, t'as raison. Je prenais que le positif. C'est faire ça, un beau pays en tout cas, sachez-le. Les gars, avant de vous demander de savoir si vous êtes régalés sur ce Grand Prix de Belgique, est-ce qu'on peut dire que l'équipe de France nous a rendu un grand service en étant honteuse pendant 135 minutes cette semaine pour nous laisser tranquille, histoire de préparer ce débrief ? Oui, bah, je suis pas très fouteux, en tout cas plus beaucoup maintenant. Ouais. Mais c'est-à-dire que là, c'était compliqué quand même. Hein. C'était difficile de se dire que c'était des erreurs d'arbitrage surtout. Donc bon, voilà. On peut parler de Formule 1. Non. Ouais, non. Mais parce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Non. Mais parce que je voulais casser des chevilles de Buenos Aires et de Quilmes, mon pote. C'était mon rêve ultime. Ah, il y a Georges Quirino, si tu veux, dans la rédac de RFC. On peut peut-être arranger ça. Lui aussi, bien sûr, on l'embrasse. Notre Georges national. Les gars, on se replonge sur justement les résultats de cette 10e manche du championnat du monde de Formule 1. Ça se tenait du côté de la Belgique, du côté de Spa-Francorchamps. 44 tours qui ont consacré Andrea Kimi Antonelli, le pilote italien qui inscrit sa 6e victoire en carrière. Et dans cette saison, il devance l'étonnant Charles Leclerc sur son étonnante Ferrari. Max Verstappen prend la 3e place pour 3 premières places trustées par 3 écuries différentes. Lewis Hamilton échoue au pied du podium. Oscar Piastri, jolie course à la 5e place malgré des problèmes aéro, on va y revenir. Isaac Hadjar, quelle remontada de la part de Isaac, et un nouveau top 6, le 6e consécutif dans l'histoire du sport automobile français. Lando Norris 7e, lui aussi la belle remontada. Gabriel Bortoleto, des points importants pour Audi, 4 au total. Lindblad, qui a été l'une des belles sensations aussi également de cette semaine, de cette saison, de ce week-end. Il inscrit 2 points pour Racing Bull, et puis Franco Colapinto qui nous a offert un remake de Hakkinen Schumacher Zonta édition 2000, pardon, tu as raison. Lui prend le dernier point bien sûr de ce top 10. Fun fact, Franco Colapinto est l'Argentin le plus performant d'hier. Hein. Oui, clairement. le plus magique même, tu peux le dire. Hein. Le plus magique. Devant Léo Messi qui est quand même le plus offensif. On arrête le foot. mais on en parlait avec Manu. Ce qui est rigolo, c'est de voir à quel point les Argentins étaient chauds bouillants hier en finale de Coupe du Monde, et ce qui peut expliquer aussi la manière dont les Argentins qui soutiennent Colapinto sont aussi virulents sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit tiens, et à l'inverse, ça sort pas de nulle part. Carlos Sainz qui est nulle part. On en parlera plus tard. Et Fernando Alonso aussi. Qui avait déjà célébré en faisant des burns à l'arrivée. C'est vrai. Il était au taquet, il s'est mis à la drag race. Il n'y a pas de frein. Il n'y a absolument pas de frein. Il en a terminé sur Aston Martin avant la nouvelle évolution de la semaine prochaine. Les gars, justement, quels sont les 4 enseignements qu'on a retenus à l'arrivée de cette course ? On va regarder ça ensemble. 4 thèmes très importants. Double entrée pour commencer. Mercedes, Antonelli rend-il aveugle l'écurie Mercedes sur ses propres performances, sur ses propres possibilités, et surtout, la belle sensation Ferrari doit-elle inquiéter du côté de la marque à l'étoile ? Ce sera le tout premier thème et on va se régaler là-dessus.
un titre un brin provocateur pour parler des décisions de la direction de course. Ferrari International Assistance, c'était un vieux slogan dans notre jeunesse quand on regardait la Formule 1 lorsque Ferrari dominait. Voilà, vous prenez juste les premières lettres et vous aurez une petite idée de pourquoi on a choisi ce titre-là. Pourquoi j'ai choisi, je vais pas les mettre dans la sauce avec moi. Tu peux mettre dans la sauce avec toi, y a pas de problème. Ça, c'est pas moi. C'est vrai que c'est pas de ton inspiration, ce genre de truc. Adjar, enfin le numéro 2 qu'il faut à Red Bull. Il est impressionnant de constance, Isaac Adjar, et hier il a été impressionnant aussi également dans sa remontée. On aura l'occasion d'en parler. Et puis un parallèle qui saute peut-être pas aux yeux, mais Williams Audi, on l'avait pas vu venir. On n'avait pas vu venir le fait que cette saison 2026 soit aussi terrible pour Williams, et on avait peut-être pas vu venir le fait que Audi, en difficulté bien sûr avec son moteur, puisse mettre des points sur un circuit qui se pratique à pleine charge. Vous n'oubliez pas, le pouce levé les amis, c'est très important pour donner de la force bien sûr au Paddock Pass. Vous n'oubliez pas de vous abonner aussi également à la chaîne RMC Sport qui nous soutient et nous accompagne dans cette nouvelle saison, et vous n'oubliez pas de vous abonner aussi sur les réseaux sociaux, au réseau notamment sur Instagram, le Paddock RMC, pour suivre toute l'actualité de la Formule 1 et de cette équipe absolument fantastique. Cap tout de suite sur le premier renseignement, on va parler de Andrea Kimi Antonelli qui rend aveugle peut-être Mercedes, peut-être une victoire en trompe-l'œil pour le pilote italien Antonelli qui impressionne, mais est-ce que c'est le cas aussi de sa W17? On annonçait justement une balade de santé pour Mercedes du côté de Spa, avec, on l'a dit, une grande partie de ce tracé qui se pratique en tout cas à pleine charge. Antonelli qui était d'ailleurs seul au monde samedi, qui colle 3 dixièmes à Max Verstappen qui avait pourtant bénéficié de l'aspiration d'Isaac Adjar, qui colle 5 dixièmes en Q2 et 5 dixièmes en Q3 à son coéquipier George Russell, dont on a appris qu'il y avait finalement peut-être un problème sur ce moteur. La maîtrise dimanche, malgré le piège de la virtual safety car qui a offert la track position et la place de leader à Charles Leclerc, une possibilité bien sûr d'aller l'emporter. Russell, on l'a dit, encore un problème moteur qui l'a miné notamment au départ avec des soucis au niveau de sa batterie, qui l'a limité notamment qui lui a fait perdre 3 à 4 dixièmes on estime en qualification contre son coéquipier. On promettait l'enfer à l'inverse à Ferrari, et finalement Ferrari a été dans le coup quasiment tout au long de ce week-end. Malgré tout, l'exercice comptable nous annonce à Antonelli leader avec 45 points, non pas sur une autre Mercedes les gars, mais bien sur une Ferrari, celle de Lewis Hamilton. Fallait quand même le prédire, fallait quand même le prévoir. Votre avis sur tout ça? Moi j'ai l'impression les gars, et c'est pour ça qu'on a décidé de mêler ce premier enseignement. J'ai l'impression que Antonelli a été impressionnant de rythme, de régularité, de maturité, dans sa maîtrise notamment des événements, mais les lacunes quand même de cette Mercedes, les soucis de Russell cumulés à l'étonnante performance de Ferrari, laissent presque l'impression, je disais, d'un trompe-l'œil à l'arrivée de cette course. En fait, on peut encenser la course d'Antonelli tant qu'on veut. Elle est quasi parfaite et le week-end est quasi parfait. Et en fait, quand tu prends un petit peu de recul, les 10 week-ends sont quasi parfait. Peut-être à la rigueur, il y a une montée en puissance sur les 2-3 premiers, mais au-delà de ça, il est impressionnant depuis le début de saison. Et c'est justement ce qui m'inquiète. C'est que je trouve qu'il y a quasiment rien à jeter de sa saison. Oh, si, les départs au début, en début de saison, c'était cata. Est-ce que les résultats d'arrivée au final Oui, non, mais d'accord, mais bon, du coup, c'est pas parfait, c'est ça que je veux dire. Non, mais t'es en optimisation. Compare à Russell, s'il te plaît. L'optimisation à 90, 12, 13%, et t'as que 45 points d'avance. Et c'est ça qui me fait peur pour lui, c'est qu'aujourd'hui, avec une nouvelle réglementation où justement les départs peuvent être un peu compliqués, où il y a le management de la batterie, etc., il réalise encore un truc parfait. Et c'est dur de prendre de l'avance parce que tu as 25 points perdus par-ci, 18 points perdus par-là, 25 points par-ci. Et quand tu vois ces 2 circuits qui viennent de se passer où tu as Ferrari qui met plus de points que Mercedes, je suis inquiet pour le titre d'Antonelli, entre guillemets. Parce que d'Antonelli, carrément de Russell, tu veux dire? Non, non, de Mercedes. Plutôt de Mercedes que de. Mais il a que 45 points d'avance. Ouais. Quand on parle de Piastri, et que 70 au constructeur. Quand on parle de Piastri Norris, mais tant qu'il gagne, il prend des points sur les autres. Donc en fait, oui, bien sûr. Mais je comprends ce que sur les 3-4 derniers, il en prend pas plus que les autres. Et tu prends Lando Norris, Oscar Piastri à Zandvoort l'année dernière, il y a 95 points de retard. Donc si justement cet duo 2 plus le fait que les 2 circuits qui arrivent sont censés favoriser Ferrari avant Monza justement, si cet duo 2 réussit réellement à Ferrari, ok, Mercedes va améliorer, mais sincèrement je ne garderai pas le trompe-l'œil Antonelli pour Mercedes parce que ça commence à puer.
C'est vrai que Pierrot, quand on regarde quand même, il a raison. Si on se pose un petit peu sur le calendrier, Silverstone Spa, la grande difficulté, c'est qu'on peut beaucoup plus déployer, que l'on peut régénérer sur ces tracés. Il y a beaucoup de passages, on va dire, à pleine charge. On promettait l'enfer à Ferrari. Finalement, c'est une victoire et une deuxième place hier. Les prochains Grands Prix, Brice l'a dit, on verra. Peut-être qu'on se trompe, mais en Hongrie, normalement, Ferrari devrait être très bien. Attendons de voir à Zandvoort. Et à Monza, il y a la possibilité de cette évolution moteur qui pourrait permettre à Ferrari de revenir. C'est vrai qu'elle laisse une impression un peu bizarre, cette victoire, parce qu'elle est écrasante de la part d'Antonelli, mais comme l'a dit Brice, il y a un petit point d'interrogation quand même, les soucis encore une fois de Mercedes ce week-end. En fait, moi j'ai l'impression depuis quelques Grands Prix quand même que Mercedes me fait penser, avec y compris le management de Toto Wolff et du deuxième pilote, ça me fait penser à Red Bull. Ça me fait penser à Red Bull, ça me fait penser à Christian Horner, peut-être en 2024, peut-être pas l'année dernière, parce que bon, ça a été un peu le bordel. Mais ça me fait penser à une équipe qui privilégie son pilote, qui fait pas le jeu d'équipe, ou en tout cas qui essaie pas justement de résoudre les problèmes, parce que dès que en fait Russell se retrouve en difficulté, c'est pas tant la voiture, c'est aussi toi, Georges. Ok, fair enough. Du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, on mise beaucoup sur Antonelli, on mise un peu moins sur Mercedes. Et effectivement, ça va faire la part belle à Ferrari parce que eux ont apporté une trentaine d'améliorations depuis le début de la saison. Mercedes a une voiture qui date depuis Montréal. Or, évidemment, petite amélioration spécifique à chacun des circuits qu'on a visités jusqu'à présent. Donc, on attend un nouveau package de la part de Mercedes. On en parlait sur ce plateau avec le fait que Mercedes n'avait pas prévu d'adieu, quand bien même, ça veut dire qu'ils pensaient qu'ils avaient le meilleur moteur. Et Toto Wolff a fait le lapsus révélateur chez Canal+, en disant on a le meilleur moteur. Je disais, non, en fait, frérot, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Électrique. Il y a beaucoup de choses dans ce sens-là qui me fait dire effectivement que y a Antonelli cache la forêt, enfin c'est l'arbre qui cache la forêt, où je me dis pour l'instant c'est en route pour le titre d'Antonelli, c'est là où je suis moins inquiet. Ouais. Mais le titre de Mercedes, j'ai beaucoup plus d'inquiétude parce que en fait à un moment donné, le fait que Russell marque pas de points, ça va leur être préjudiciable. Donc, mais c'est pas que Russell, c'est tous leurs abandons. Parce qu'au final, Antonelli, on dit simplement que Russell fait pas une saison pour le moment parfaite. Quoique, et encore, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Antonelli, pas Russell. Non, moi j'ai dit qu'Antonelli fait une saison quasi parfaite. Russell un peu moins, je trouve, de mon côté. Voilà. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'Antonelli, j'ai pas l'impression qu'il puisse mettre plus de points que ce qu'il en a mis. C'est ça qui est inquiétant. C'est ce plafond dû à cette fiabilité de la Mercedes et à tous les problèmes qu'elle rencontre. Parce que fiabilité, ça ne veut pas forcément dire abandonner et mettre 0 points. C'est que dans la construction des week-ends, il y a toujours un truc. Oui, mais rarement chez Antonelli. Et puis, il a abandonné 2 fois pour problème méca. 2 fois. Russell, pareil. Russell, plus, non ? Non, il abandonne pas hier pour problème méca. Le déploiement, il s'est revenu après. Il se plaint du déploiement, mais le déploiement, ça le fout dans des tous les moteurs Mercedes. C'est compliqué. C'est vrai que c'est intéressant. Attends, mais on va remettre les points sur les i avec Russell. Les fois où il se retrouve hors des les fois où il se retrouve hors des points ou hors de j'allais dire de contention pour des gros points ou ce genre de choses, c'est parce qu'il a un problème mécanique, il a un problème de déploiement, de software, etc. Il se retrouve dans des situations, et ce qu'il disait hier à l'arrivée de la course, en fait, il s'en fout de savoir qu'il se fait sortir par Hamilton. Et il est là, il fait mais en fait, j'ai pas à me retrouver dans cette situation-là parce que j'ai un problème de software et ce genre de choses. Et il y a pas que lui, parce que ça a été le cas, notamment, t'en parlais avec les voitures Mercedes. Toutes les voitures Mercedes avaient un problème. Vous me croyez pas hier. On parlait, Vous me croyez pas hier. Mais si, je le croyais. Non, mais c'est pas possible, il se fout de ma gueule. On va enregistrer les conférences de rédaction. J'espère que vous avez du temps. Hier, 2h50 le call. Non, mais tout ça pour dire que, pareil, en fait, ce que subit Russell à prendre 5 dixièmes en qualif par Antonelli, si vous regardez les datas de la sortie de Paul Frère et du karting là, ils sont kiff à un dixième et tout le monde va pas à Spa, donc tout le monde sait faire des putains de courbes à un moment donné. 11 et 12, non, mais allez, c'est bon, ferme-la. Tu vas mettre des pièces dans la boîte à gros mots, toi. Mais il y a aucun problème. On avait le budget pour ça. Pas de problème. Vas-y, comme ça, ça donnera de la thune. Non, mais tout ça pour dire que en fait,
en termes de déploiement pour arriver derrière sur la ligne, il se prend 4 ou à peu près 4 dixièmes juste sur le déploiement. Piastri subit exactement la même chose vis-à-vis de Norris en termes de performance. Je sais pas si chez les autres écuries fournies par Mercedes on a le même problème, mais en tout cas il y a des problèmes de déploiement, il y a des problèmes de software chez Mercedes. C'est extrêmement loin du power unit qu'on a connu en 2014 qui a été absolument incroyable en termes de fiabilité, en termes de performance. Là il y a un vrai problème et en fait Russell est l'un de ceux qui subit le plus. Ah, c'est la magie noire du software. Puis, enfin, je rebondis juste là-dessus. Ce serait quand même très dommage que la saison de 2 pilotes et du coup un titre mondial se joue simplement sur un logiciel qui déploie mieux qu'un autre. Parce que pour le coup ça va être le cas. Moi, mais j'ai quand même envie de voir des gars piloter quand même. Non mais en fait j'ai pas de problème. Enfin je commence à avoir de moins en moins de problèmes on va dire avec le fait qu'ils poussent sur un bouton pour y arriver. Wow. Mais quand c'est fait à la manière d'Hamilton à la qualif sprint à Silverstone et que du coup c'est un choix de le déployer de telle manière, ça me dérange moins parce qu'il y a une intervention humaine sur la façon de le faire. Là, je suis pas certain que ce soit Hamilton qui choisisse, mais ça a été programmé en amont par les ingés, etc. là-dedans. Je pense que c'est plus ça. C'est la part de vous justement sur l'appréciation. Après, moi, je suis comme toi sur l'histoire de. Faut que ce soit le pilote qui maîtrise le déploiement. Russell qui prend 5 dixièmes sans savoir d'où ça vient et peut-être en pilotant mieux. J'y crois pas. Je pense qu'effectivement ils sont à peu près similaires, mais peut-être en pilotant mieux, on va dire, exagérons, que Antonelli et prendre une demi-seconde, ça la fout quand même très très mal. Bah oui. Donc je voulais juste réagir. Non mais t'as raison. C'est un point très très important. Mais si c'est un championnat de trotte électrique, ça va être chiant. C'est déjà le cas. Non, mais tu nous dis on s'inscrit. Non, mais si t'as 20 mecs qui pilotent une trotte électrique et qu'à la fin, c'est le meilleur pilote de trotte électrique qui s'en sort. Genre la F1. Absolument, c'est trottinette Formula 1. J'ai pas de problème si c'est du pilotage, peu importe le moteur pourvu qu'on ait l'ivresse, tu vois. Mais là, si c'est simplement la batterie qui décide, je préfère jouer. Globalement, c'est la batterie. Je vais jouer F1 Manager. Il faut que les gars se mettent devant un ordi et puis on fera du e-sport. Quelques déclats, les gars, de Toto Wolff. Il était plutôt inspiré hier sur Sky Sports. Il a parlé, donc tu es revenu là-dessus, la confirmation. On a un problème avec tous les moteurs Mercedes au départ. Ils n'ont pas déployé la puissance qu'ils auraient dû avoir. Le logiciel nous a fait défaut, mais nous avons eu le moteur le plus puissant et ces choses peuvent arriver. On a eu des abandons à Montréal, Silverstone et Barcelone et on devrait être bien plus en avance en championnat. Dans les 2 championnats, c'est bien d'être rapide, mais de l'autre, il faut finir les courses. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il écoute Paddock Pass. Déjà, bravo. C'est un homme de qualité. Est le seul à le dire. C'est quand même un homme de qualité, Toto Wolff. Mais surtout, il y a 10 jours, je suis tombé sur un verbatim, une déclaration de Toto Wolff qui disait « Ouais, mais alors c'est vrai qu'on a des problèmes de fiabilité, mais on est surtout content d'avoir de la performance. On préfère avoir de la performance avec des problèmes de fiabilité qu'être fiable et ne pas être performant. » Là quand même, il y a un petit changement de braquet. 2005, on s'en souvient. S'il a été champion du monde, pas du tout. C'est pas une déclat de Laurent Rossi en 2021. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, il y avait ça aussi. J'avais oublié. Et Toto qui allait encore un peu plus loin sur Sky Sports, qui dit à propos de George Russell. Et tu parlais quand même parce que moi ça commence à me poser aussi un petit peu problème cette communication autour de George Russell. Enfin. Probablement 50% des difficultés de George peuvent être mises sur le compte de l'unité de puissance qui n'était pas aussi bonne qu'elle aurait dû l'être de son côté. Et pour les autres 50%, peut-être que cela vient de son pilotage. Juste pour remettre en perspective, on a quand même eu en Mondiovision un message après Silverstone où on a expliqué à George Russell, mais non, mais en fait, t'as pas de problème avec ton moteur, c'est dans ta tête que ça se passe. On nous explique le samedi avec notamment Andrew Chauvelin aussi qui a expliqué que si en fait il y a un problème, on voit bien qu'il ne déploie pas comme Andrea Kimi Antonelli déploie. Et là, derrière, il remet un taquet à George Russell. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop dur, là, Toto Wolff? Est-ce qu'il est dans un bon management? Est-ce qu'il est dans un management vertueux avec George Russell en difficulté en ce moment? Pas du tout. C'est un Christian Horner déguisé, c'est tout. Voilà. Il va faire sauter le pilote numéro 2, il prendra je sais pas qui, et puis voilà, et jusqu'à ce qu'il épuise. Et de toute façon, comme il n'y aura plus Gwen Lagrue d'ici 2027, qui part chez Red Bull. Bon, voilà, il va devenir Helmut Marko, il est autrichien. Allez hop, c'est parti. On envoie du rookie pour essayer d'aider Antonelli. Ça marche pas, on s'en fout du moment que Antonelli gagne, tout va bien. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose aujourd'hui. Et George Russell était dépité quand tu vois l'interview qu'il fait après la course. Mais t'es là, on lui dit ouais, et comment on avance à partir de là? Et l'autre il est là, qu'est-ce que tu veux que je réponde? C'est vrai que le langage de Russell trahit beaucoup de l'ambiance, je pense. Parce que dans ces moments-là, quand t'es censé avoir la meilleure voiture, même si elle n'est pas fiable, tu
tu te focuses quand même sur l'accident. Fait chier, j'étais peut-être mal parti, mais c'est chiant, machin et tout. Et moi, à 2000 lieues, j'étais de penser qu'il allait parler d'autre chose qu'Hamilton. Clairement. Et quand il se met à dire je suis en colère, mais pas contre Lewis, je suis en colère contre la voiture, sur 2 km de course. Sur 2 km de course. C'est-à-dire que c'est quelque chose quand même que ça, c'est latent en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il l'a senti directement et c'est latent. Ça trahit à mon avis beaucoup de ce qui se passe. Je pense que, et Valtteri Bottas l'avait dit, et Lewis Hamilton à un moment donné l'avait dit aussi chez Mercedes, je pense qu'il n'est pas écouté en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je pense qu'il n'est pas écouté. Vu comment Toto Wolff fait ses déclarations, c'est sûr qu'il n'est pas écouté. Chez Mercedes, on a une culture énorme de l'ordinateur roi. On le sait, c'est pas pour rien qu'ils ont amené les évolutions pendant 4 ans qui n'ont jamais marché. Mais c'est vrai. À chaque fois ils arrivent, on a un package génial pour le Brésil. Tu gagnais le Brésil et derrière tu gagnais plus rien. Tu gagnais le Brésil parce qu'il faisait 14 degrés et qu'il pleuvait des cordes. Donc, mais moi là j'ai vraiment un souci sur le management de George Russell, parce que quand il est bon et qu'Antonelli perd, j'ai l'impression que tu te focuses quand même davantage sur l'abandon d'Antonelli et pas sur la victoire de Russell, qui devient un phénomène. C'est l'actualité courante, on va dire. Et quand là c'est le cas, mais il est tout sourire. Là, Antonelli gagne, c'est parfait, on a fait une course géniale. Sûr. Dommage pour Georges. Mais ça fait 3-4 grands prix que j'arrête pas de le dire. Putain, écoutez-moi. Là-dessus, je trouve que t'as raison. Mais tu vois, rien que le fait, et je terminerai là-dessus, désolé. Rien que le fait que ils disent ce qu'il dit à Russell à Silverstone. Sur le principe, je suis d'accord. Tais-toi et roule. Dans le sens, prends le maximum. Mais en fait, quand le problème, si tu prends la grosse, on va dire la grosse image. Big picture. Ouais, mais je voulais pas le dire parce qu'après, les commentaires. S'il te plaît. T'as une voiture qui marche, puis qui marche pas, qui marche pas. Ton coéquipier te met 3 dixièmes. Et t'essaies de remonter la pente. Et quand ta voiture est autant sur courant alternatif, c'est le cas de le dire. En fait, comment tu veux te rendre compte à un moment donné si c'est toi ou pas ? Le mec est dans un brouillard pour la confiance qu'il a à mettre dans la voiture pour piloter énorme. La voiture, elle marche un tour, pas l'autre tour. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est comme Leclerc quand il avait ses freins qui allaient pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Comment tu peux appuyer comme il faut au bon endroit sur la pédale de frein si tu sais pas où ça va freiner ? Là par contre, Toto Wolff dit peut-être une vérité sur l'aspect pilotage, et je crois que George Russell l'a plus ou moins confirmé ou concédé il y a quelques jours dans une interview très intéressante. Il explique en fait que le changement de réglementation ne l'avantage pas. On sait que c'était un garçon qui était plutôt très à l'aise, lui, sur la précédente l'ère à effet de sol. Et là, il explique que notamment le changement de dimension des pneus, et notamment à l'avant, ne lui permettent pas d'inscrire la voiture comme il avait l'habitude de le faire. Et il va falloir qu'il se réinvente à ce niveau-là, peut-être. Qu'il trouve en tout cas une solution que Andrea Kimi Antonelli a peut-être lui trouvé. Et comme il le dit, George Russell, je peux pas copier ce que fait Andrea Kimi Antonelli parce que j'ai pas le même type de pilotage que lui. C'est peut-être là aussi où il y a une petite marge de progression, une solution à trouver. J'aime pas cette déclat, parce que les grands champions ils s'adaptent à leur voiture. Enfin, les grandes écuries font une voiture pour leurs pilotes et ça marche. Mais les grands champions, comme Max Verstappen en 2025 par exemple, même cette année au final. Même cette année au final. Oui. Et enfin, il s'adapte. Oui, mais il va peut-être trouver la clé un peu plus tard. C'est ça tout l'intérêt. Quand tu vois l'inscription d'Andrea Kimi Antonelli dans les virages, quand tu vois la manière dont il l'envoie pour la faire pivoter, pour justement elle perde pas sa stabilité, alors que George Russell la roule beaucoup plus effet de sol. Et il la roule beaucoup plus effet de sol, ce qui fait que derrière la voiture, elle ne mord pas assez et elle perd la stabilité. Andrea Kimi Antonelli la fait pivoter directement au premier coup et derrière elle peut s'asseoir la voiture. Si cette voiture a besoin de ça, George Russell va avoir besoin de piloter comme ça. Il y a un moment donné, il ne peut pas dire que sa saison est achetée à la poubelle s'il n'y a pas cette remise en question. Au-delà de ça, c'est juste du pilotage. Celle-là, il l'a déjà plus ou moins eu. Et quand tu vois le tour qualif, je retourne là-dessus une dernière fois, mais quand tu vois le tour qualif et qu'à la fin du deuxième secteur, ils sont... un dixième, ouais. Un dixième. Ah, c'est déploiement. On sait que c'est le déploiement, tu vois, mais ça veut dire que George Russell, il est capable de faire ce genre de choses et d'adapter un minimum son pilotage. Est-ce que ce sera un grand champion ? On n'en sait rien, on verra bien plus tard, tu vois. Mais en tout cas, je suis d'accord avec ça. Le fait qu'ils doivent adapter son pilotage. En revanche, pour moi, on a déjà vu George Russell s'adapter à la voiture
peut-être pas aussi bien que Kimi Antonelli jusqu'à présent, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il y a plus une part à mettre sur le dos de la voiture que celle de le pilotage de George Russell. On revient sur, on a fait une petite parenthèse George Russell et les soucis bien sûr de Mercedes, mais on revient toujours sur ce mano à mano qui pourrait nous attendre entre Mercedes et Ferrari. C'est intéressant parce qu'Antonelli, on l'a dit, victoire impressionnante en tout cas, de maturité tout à fait, mais quand on écoute les déclarations à l'arrivée de cette course, là encore une fois on se dit que le vainqueur moral est peut-être pas forcément dans le rang et dans le chef de Mercedes. Déclaration d'Andrea Kimi Antonelli, c'est hier bien sûr dans le cadre de la conférence F1, il dit: c'était une course disputée, j'ai perdu la première place avec la voiture de sécurité virtuelle, mais j'ai réussi à revenir. C'était difficile car Charles était rapide, on a été un peu chanceux avec ce qui s'est passé au championnat, mais on doit saisir toutes les opportunités car ça peut changer très vite. Donc tu vois, il est quand même assez au courant, il sent en tout cas le truc arriver. Et Fred Vasseur sur Canal+, encore plus intéressant, qui nous dit: on n'espérait pas ce genre de résultat à Silverstone et Spa vu les tracés. Du côté du châssis, on a fait un bon travail. Avec notre package, il y a des week-ends où nous sommes rapides, d'autres où nous sommes plus lents. On avait 2 week-ends où on pensait que ce serait dur et on arrive à en gagner une et faire deuxième. Et même si Kimi est toujours plus rapide que nous, on est juste derrière, on aura sûrement de meilleurs circuits dans l'année. Donc je suis hyper content du travail effectué par l'équipe. Il n'a pas dit Mercedes, il a dit Kimi. Oui, Kimi, tout à fait, t'as raison, c'est précision très importante. Moi, il y a 2 choses moi, que je trouve intéressantes dans la déclaration justement de Fred Vasseur, c'est le côté avec notre package, il y a des week-ends où nous sommes rapides, d'autres où nous sommes plus lents, voilà où est l'avantage aujourd'hui de Mercedes. Mais sur ce circuit assez divers de Spa, les gars, on a vu une grande disparité dans les qualités justement de ces 2 voitures entre le secteur 1 et le secteur 2 notamment. Bon, et puis elles se mettaient des taquets, quoi. C'est-à-dire que 5 dixièmes d'un côté, 5 dixièmes de l'autre. Bon, manque de bol pour Ferrari, il y en a 2 où il y a besoin de moteur et 1 où il n'y avait pas besoin de moteur. Mais oui, c'est relativement impressionnant et inquiétant pour Mercedes cette performance. Après, on peut toujours relativiser, les surprises arrivent dans les 2 sens. Monaco était censé être un doublé Ferrari easy peasy et c'est Antonelli qui a gagné. C'est vrai, donc on va voir ce qui se passe. La Hongrie, on attend avec impatience du coup. Non mais par contre, c'est vrai que la Mercedes a quand même un point fort sur les virages très lents et peut-être que les virages sont pas si lents que ça au Hungaroring et qu'on a peut-être sous-estimé également dans les courbes à moyenne vitesse la performance de la Ferrari, puisqu'en fait dans Magos Beckett Chapel elle était incroyable et que là sur Spa, les fagnes, c'est quand même pas les virages les plus lents non plus, et elle est quand même, elle était bien, ultra dominatrice. Ouais. Donc peut-être que la Hongrie et Zandvoort correspondront davantage à l'instar d'une McLaren un petit peu l'année dernière, peut-être, où les changements de direction se passaient vraiment très bien. Donc à voir. Mais oui, elles ont des qualités diverses qui, au final, commencent un petit peu à se compenser. Pierrot, il faut qu'on parle aussi un petit peu du line-up côté Ferrari, parce que mine de rien, on se posait une question après Silverstone. Le pas en avant de Leclerc, il a été confirmé quand même encore une fois ce week-end. On a Hamilton qui certes a été gêné par sa sortie en essai libre 3, par la pénalité dont on va parler tout à l'heure, le souci d'exécution aussi, mais le rythme était très 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 solide pour l'ami Lewis. Quelque part en fait, par rapport à la discussion qu'on a eue sur Mercedes à l'instant, et ce sera mon dernier point, après on switchera, j'ai l'impression que chez Ferrari, mine de rien, ce line-up, il a su trouver une certaine émulation, se tirer vers le haut, chose que pour le moment Mercedes n'a pas réussi à faire d'une certaine manière. Complètement. On en a mis un peu plein la tronche à Charles Leclerc, à juste titre, je pense, depuis le début de saison et les problèmes qu'il avait vis-à-vis de Lewis Hamilton, qui lui avait trouvé la clé tout de suite sur cette voiture, en particulier aussi grâce notamment au Carbon Industries. Depuis que Charles a identifié le problème, a réussi à le contourner ou à le résoudre d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, on a un pilote qui est performant, qui a retrouvé de la confiance. Il y a une émulation positive dans cette équipe. Tout le monde tire vers le haut. Contrairement à Mercedes où il y en a un qui tire vers le haut et puis on tire à boulet c'est quoi l'expression rouge, à boulet rouge, ouais, c'est ça. Bonne expression du coup. À boulet bleu ciel, ouais. Boulet bleu ciel, bleu turquoise, bleu pétonnat, bleu Argentine, bleu Argentine, sur George Russell. Tout ça pour dire que il dit ça parce qu'il est, attends, je te coupe, c'est pas parce qu'il est français, c'est parce qu'il est brésilien. Oui, non, mais il a changé de nationalité. Voilà, excuse-moi. Donc au final il y a une émulation qui est très positive
positive dont on parlait tout à l'heure avec Ferrari, qui effectivement pour moi a beaucoup plus de chances au titre aujourd'hui que Mercedes en tant qu'équipe. Maintenant là effectivement Lewis n'a pas eu le week-end le plus incroyable possible avec tous les problèmes qu'il a eu. Juste un truc, le mécano qui est censé venir mettre des crans de flap sur l'aileron avant et qui se pointe au moment où la voiture retombe par terre. Bon alors oui, ils prennent heureusement il s'est pas fait mal, etc., mais le gars il est à la bourre quoi. J'ai entendu dire que c'était Alain Finkielkraut. Ça a commencé. Il est au stand depuis 5 minutes. Donc voilà, mais malgré le fait que justement il n'ait pas eu ces crans d'aileron, etc., qui a créé du sous-virage parce que du coup on met des pneus plus durs, donc on a forcément un peu moins de grip, etc., il a réussi à avoir un rythme de course qui était quand même hyper impressionnant. Les deux Ferrari avaient un rythme de course hyper impressionnant. Charles Leclerc, mine de rien, quand une fois que Antonelli l'a passé, il est resté bien dans le sillage de la Mercedes, même s'il y avait beaucoup de phénomènes d'aspiration, donc ça permettait de rester accroché. Après il s'est fait décrocher. Plus l'overtake mode. Oui, mais le tout faut cumulé. rester dedans. Oui, c'est ça que je veux dire. Mais c'est un cumul de deux choses sur lesquelles la Ferrari est déficitaire et que dans les parties où t'as pas ça, la Ferrari est supérieure à la Mercedes. Donc ça aide. Enfin, c'est un petit peu masqué quand même le fait qu'il y a quand même 3 dixièmes. Hein. Allez, 2. Mais marchons c'est pas donc. grand chose. Non, mais c'est pas grand chose sur des circuits qui sont pas censés avantager Ferrari. C'est-à-dire qu'en début de saison, sur un circuit classique avec un petit peu de tout, il y a cet écart. Sur un circuit avantage Mercedes, il y a aujourd'hui le même écart. Donc, encore une fois, voyons. Et ce que tu disais sur Hamilton, faut quand même se dire qu'il a enchaîné de la qualif, de essai libre 3 à la course, un nombre de galères. Lewis Hamilton, puisque du coup, c'est quand même pas la meilleure manière d'aborder une Q1 quand ta voiture elle a été détruite, moins de Gasly, mais elle a été détruite en essai libre 3. Et ensuite, tu perds justement tout ta partie fond plat avant gauche, tu le perds et du coup c'est-à-dire que ton aileron il faut te remettre de l'appui parce que ton fond plat il en apporte moins, ils t'en remettent pas, tu prends une pénale de 5 secondes, tu finis 4ème à 2 secondes du podium. C'est énorme. Non, mais c'est un week-end galère pour Lewis Hamilton. Encore une fois, méfiez-vous, Mercedes. Ça se battait pour la win. Exactement. Et c'est le dauphin du championnat du monde. Lewis Hamilton, c'est quand même assez extraordinaire. Les gars, justement, on avance et on passe au deuxième enseignement. Vous avez évoqué justement à l'instant la pénalité qu'a subi Lewis Hamilton. On va essayer de se poser la question de savoir si la direction de course, enfin pas la direction de course, mais les marshals, les commissaires, en tout cas, ont pris les bonnes décisions concernant 2 cas. Le cas, bien sûr, de la bataille entre Lewis Hamilton et George Russell. Au départ, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on va rentrer dans le détail. Et puis, l'autre bataille qui nous a tenu en haleine, c'était un petit peu plus tard, au 8e tour, entre Charles Leclerc et Oscar Piastri. Premier cas très important, Hamilton-Russell, la pénalité pour Lewis Hamilton était-elle méritée? On est dans le premier tour, on laisse le rouge, bien évidemment, derrière nous. On est alors à ce moment-là dans la remontée de Kemmel. On va voir avec, bien sûr, quelques petits habillages. Vous voyez George Russell qui a des soucis donc, de déploiement d'énergie. Ses batteries sont alors vides. Lewis Hamilton lui déploie et dépose Russell en dehors de la trajectoire. À l'amorce, vous allez le voir, de la zone de freinage, Hamilton semble être passé. En effet, il a l'entièreté bien sûr de sa voiture qui est passée devant Russell. Russell lui est obligé de défendre à ce moment-là sur Piastri. Mais à l'arrivée au combe, Hamilton est obligé d'anticiper son freinage avec Verstappen qui est devant lui sur la trajectoire intérieure. Quant à Russell, lui retarde son freinage et prend la trajectoire extérieure. On regarde la situation désormais en caméra aérienne. Parce que là, c'est important, le rapport des commissaires après la course estime que Russell et Hamilton ont chacun laissé suffisamment d'espace l'un à l'autre dans cette bataille. Russell est devant à la corde, il a donc l'avantage. Il y a de l'air, vous le voyez, sur le côté de Russell, à gauche de Russell, mais il doit placer sa voiture au mieux pour le virage qui suit sur la gauche. On rappelle aussi que selon la direction de course, il a laissé l'espace suffisant. Ça, c'est une donnée très très importante que je vais vous relancer là-dessus tout à l'heure. À la corde, sur le cliché suivant, Russell donc est bien devant. Hamilton semble avoir l'espace suffisant pour défendre et continuer sur sa trajectoire. Regardez bien l'angle du volant de Lewis Hamilton. Tout se passe bien, comme le rappelle la FIA. Il laisse une distance suffisante aussi à Russell pour éviter tout contact. Oui, mais quelques secondes plus tard, il prend en fait un coup. Alors,
quelques secondes avant, il prenait un coup de survirage, on va dire en entrée de virage, qui va provoquer justement du sous-virage au milieu de ce virage. Il perd son train avant l'espace de quelques millisecondes. Il tente de corriger en contre-braquant, d'où la position du volant dans l'axe opposé à la direction qu'il veut prendre. Ici, la FIA reconnaît que Hamilton a tout tenté pour éviter le contact. Il n'y a donc pas de caractère intentionnel. Malgré tout, sur le dernier cliché, on s'en rend compte, il vient heurter avec sa roue avant gauche la roue arrière droite de Russell, ce qui l'envoie dans le bac et pousse le pilote Mercedes à l'abandon. Hamilton est donc reconnu coupable de cette collision avec des circonstances atténuantes. Il subit 1. La situation et a essayé d'éviter la collision à tout prix. 2. L'action se passe dans le premier tour dans des conditions d'adhérence très précaires. Et au final, il prend donc 5 secondes de pénalité au lieu des 10 prévus par le règlement. 2 questions, les gars, à vous poser autour de cette action. 1. Êtes-vous d'accord sur le fait que Russell ait laissé suffisamment d'espace sur le cliché aérien justement que l'on voyait? Et a-t-on jugé la conséquence plus que l'action en elle-même? Fallait-il, par exemple, classer cette action comme un fait de course, comme l'ont dit notamment l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire George Russell, Toto Wolff, Lewis Hamilton, Frédéric Vasseur? Oui. Tu penses? Oui, à quoi? Oui. C'est fait de course, mais... En plus, il y a plein de faits comme ça qui ont été classés en fait de course, notamment ceux de Max Verstappen. Mais attends, il y en a d'autres aussi qui ont été condamnés. Hein. Oui, mais justement, c'est encore une fois une question de régularité, mais je comprends pourquoi on pénalise Hamilton, parce qu'on lit le règlement stricto sensu, et quelque part, tu peux pas leur en vouloir. Moi, j'ai un problème avec l'esprit. Je trouve que des fois on devrait sortir du bouquin et simplement regarder ce qui se passe, et au final, est-ce que Lewis Hamilton mérite une peine là? À mon sens, non. Il est sur sa ligne, il bouge pas de sa ligne. Peut-être qu'il est surpris par le freinage tardif aussi, parce qu'il arrive avec moins de vitesse de George Russell, et du coup il doit relâcher un petit peu les freins, arriver peut-être un petit peu en survitesse et perdre un tout petit peu l'avant. Je corrige un truc que tu as dit à un moment donné, c'est le sous qui crée le contact, qui crée du sur, qui recrée du sous. Mais c'est parce qu'il tape le ponton de Russell, qui le fait perdre. Et du coup, tu as le sur qui part. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est en tapant le ponton de Russell qui justement cela génère le sous-virage? C'est la grande question. Non, en fait, avant, effectivement, par rapport à l'angle de braquage, l'angle de courbe que réussit Lewis Hamilton est de plus en plus ouvert, ce qui veut dire qu'il commence à y avoir un peu de sous. Mais ça dure une demi-seconde et c'est suffisant pour toucher le ponton de George Russell. Là-dessus, effectivement, il ne maîtrise pas son véhicule. Qui est une règle élémentaire quand même en sport automobile et en règle qui est inscrite dans le driver guidelines. Mais t'as quand même l'impression que c'est si faible, c'est si faible. Surtout que derrière, encore une fois, moi je trouve qu'il n'y a pas eu intelligence collective sur ce mouvement. Est-ce que George Russell a laissé assez de place? Oui, techniquement oui, il a la place, mais aussi tu peux à ce moment-là te dire que sur une ouverture de virage, en sachant que sur la ligne d'Hamilton va falloir qu'il reparte à gauche, peut-être ouvrir un petit peu, tu vois. Bon, voilà. Je pense que ça mérite rien. Moi, je suis pareil, d'accord avec le fait qu'en fait on soit sur un incident de course qui, pour moi, mérite pas une pénalité. En revanche, je suis complètement d'accord avec le rapport des commissaires pour dire que Hamilton est 100% fautif. Ça peut arriver qu'il y ait un gars qui soit 100% fautif et qui a tout fait pour éviter le contact, mais les circonstances font que il y a contact quand même. Ceci étant dit, oui, effectivement, pour moi, j'aurais été clément à pas mettre une pénalité. Selon le règlement, c'est très clair, c'est écrit noir sur blanc, etc., pour dire qu'il y a pénalité. Donc j'ai à la fois un problème et pas de problème avec, comme le disait Brice au final. Le seul truc, c'est que je trouve que George Russell a très bien géré justement l'espace qu'il a laissé à Lewis Hamilton en tant que pilote de course sur un départ, pour justement essayer de garder sa position après avoir chié depuis... Pardon, encore... Cling. Désolé, je suis vraiment désolé, excusez-moi, j'en peux plus. Non, mais de la source jusqu'au comble, tu vois, il avait 30 à 40% de batterie en moins que ce qu'il était censé avoir a priori. Donc en fait, il pousse son entrée à l'extérieur, hyper intelligent en termes de défense ou d'attaque, ou en tout cas de manœuvre et de positionnement. Tu gardes de la vitesse en plus. Donc il garde de la vitesse et pour lui il est obligé de lécher le plus possible à l'intérieur tout en laissant justement de la place à Lewis Hamilton. Il a laissé largement de la place à Lewis Hamilton parce qu'il y a quand même une petite marge entre leurs deux voitures et Hamilton est pas non plus à cheval sur le livreur. Et ça c'est hyper important. Et du coup Hamilton se prend le sous-virage parce que devant lui il a Max Verstappen qui empêche d'avoir de l'appui aéro. On est sur le premier tour, les pneus sont froids,
pas en pression comme il faut, etc. Et tout le monde a le couteau entre les dents. Et Hamilton, il sait très bien que Russell, il va emmener plus de vitesse pour être bien positionné dans le gauche. Donc, le choix de Lewis Hamilton, c'est de pousser lui aussi plus de vitesse pour se retrouver à hauteur et finir lui sa manœuvre dans le droit de Malmedy. Bon, bah, à un moment donné, il y en a un qui va avoir du sous-virage, pas l'autre, parce que Russell n'en a pas, et donc ça tape et c'est dommage. Je suis en désaccord quand même avec Pierrot sur un point, c'est que sur la ligne de Russell, en fait, effectivement, il la garde bien et il laisse assez d'espace jusqu'à, à mon avis, pile au moment où Hamilton s'ouvre, où, à mon sens, il se croit tellement bien que je trouve qu'il se permet de reprendre un tout petit peu d'appui sur le côté droit de la voiture pour engager son virage à gauche. Et parce qu'il a l'avantage, Brice. Qu'il le fasse. Hein. C'est du sport automobile. Ouais, il est devant la corde. Il va pas lui laisser. On va pas refaire ce débat 1000 fois. Avoir l'avantage ne veut pas dire ignorer ce qui se passe à côté de toi. Ah mais jurisprudence Max Verstappen, c'est ça le problème. Mais voilà, mais justement, moi c'est la lecture. On va pouvoir en parler avec. Moi c'est la lecture stricto sensu qui m'embête parce que du coup ça. Non mais il a laissé toute la place. Ça engage du coup la possibilité à se comporter comme un dictateur en piste. C'est-à-dire, enfin, non mais c'est pas, là je parle pas de Russell en lui-même. Je parle juste de l'esprit de ce truc qu'on a vu depuis 5 ans et que on avait vu en lumière pour la première fois au Brésil en 2021 où en fait le gars lâchait les freins, il s'en foutait de sortir, mais je suis devant la corde. Qu'est-ce que je te dise ? Je suis devant la corde. Mais là, sans freiner, je peux être devant la corde. À l'inverse de Verstappen, Russell peut faire toute sa manœuvre dans les limites de piste très largement. Ah, tout à fait. Oui, donc mais c'est ni agressif ni non mais c'est la même agressif. base de règles, c'est ça que je veux dire. Non mais on est d'accord, mais alors à ce moment-là, je veux dire là, on peut pas avoir une tentative de dépassement par l'extérieur plus propre que celle de George Russell. Tout à fait, elle est nickel. Je dis simplement que mettre la faute sur le mec qui subit, parce qu'en fait Hamilton subit absolument tout l'événement. Ah bah Hamilton, oui, mais c'est pas le problème de George Russell, hein. Oui, mais c'est le côté fautif qui m'embête. Il y a un fait où effectivement, c'est la roue avant gauche de Lewis Hamilton qui tape la roue arrière droite de George Russell. Mais quand Hamilton il reste sur sa ligne, qui freine sur sa ligne, qui prend le virage sur sa ligne, et que tu as Russell qui vient imposer un freinage tardif, un dépassement à l'extérieur, et que du coup, dans le rabattage, c'est un minuscule sous-virage d'Hamilton qui fait qu'il prend 5 secondes. Oui, mais c'est Hamilton qui s'ouvre, c'est pas Russell qui referme. Mais ça, on est d'accord. Il y a une règle quand même. Non mais t'as raison, en fait je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi à chaud je comprenais pas qu'on puisse remettre en question cette pénalité de Lewis Hamilton. En travaillant dans la nuit, je suis d'accord avec toi, on a appliqué le règlement à la lettre en faisant fi peut-être un petit peu de l'esprit. Maintenant il y a une règle aussi élémentaire, que ça soit vous chez vous, sur la route, vous quand vous conduisez, ou bien évidemment les pilotes lorsqu'ils pilotent, c'est que toute personne qui tente une manœuvre ou un dépassement doit être maître entre guillemets de son véhicule. Et malheureusement c'est là que tu vois que Lewis Hamilton, même si ce n'est pas de sa faute, même si ce n'est pas intentionnel, à ce moment-là, il n'est plus maître justement. Le seul problème que Lewis Hamilton a rencontré, c'est qu'il n'a pas anticipé. Et c'est très difficile à anticiper, il faut quand même le reconnaître, mais il n'a pas anticipé le sous-virage qu'il allait se créer en étant si proche de Max Verstappen devant et en voulant justement essayer de faire la course entre guillemets au point de corde suivant avec George Russell. C'est le seul truc et c'est ça qui le fait sous-virer, c'est ça qui crée l'incident. Et effectivement, pour ça, fallait rester un petit peu plus longtemps sur les freins, donner un petit peu plus de charge sur le train avant, perdre la place, ça c'est sûr. Et perdre forcément la place. Mais encore une fois, au départ, tu peux gagner des places, mais tu peux surtout tout perdre. Donc c'est pas Pérez Leclerc qui était arrivé comme ça t'as Alonso Hamilton qui est un petit peu à Silverstone où en fait Leclerc emmène tellement de vitesse à l'extérieur qu'il y a contact, mais en fait comme il est devant à la corde ça passe, et je crois que je me demande ce qui s'était passé en termes de pénalisation. En tout cas, quand on regarde les faits précédents, il y a des pilotes qui ont été jugés et pénalisés peut-être de manière sévère, un petit peu comme Lewis Hamilton hier. Il y en a d'autres pour qui on a fait preuve de plus de mansuétude. Ça, de toute façon, la constance des décisions, tant qu'on n'aura pas un même collège de Marshall chaque week-end, je suis pas sûr que ça résolve le problème non plus, tu vois. Je pense que comme le disait Brice, et moi je le rejoins complètement là-dessus, c'est que le règlement est écrit pour des arrêts sur image, pas pour sur une manœuvre globale de ce qui se passe, même s'ils le prennent en compte. Mais du coup c'est il faut qu'au point de corde machin soit à hauteur de bidule, etc. Mais mec, en fait on roule à 300 km/h. Donc tu peux pas dire ça. Et on va être tous les trois d'accord pour terminer là-dessus que si Russell n'abandonne pas, est-ce qu'il y a vraiment pénalité contre les on ne saura jamais. On ne saura jamais, mais moi je pense pas.
Justement, je pense pas. Et c'est ça qui me fait dire que c'est un incident de course, c'est que en fait là on a plus jugé la conséquence que oui, parce qu'au final, s'il y a lui-même. contact et qu'il fait comme ça, il fait un coup de raquette et qu'il repart, il n'y a jamais pénal. De la même Je manière pense. qu'il y a toujours pénal si Piastri il file tout droit au combe parce qu'il a cassé sa suspension arrière. C'est la conséquence, encore une fois. Le décryptage Leclerc-Piastri, lui n'a pas été pénalisé, Charles Leclerc, dans ce dans ce mouvement avec Piastri. Alors on est au même endroit, mais des circonstances différentes pour la bataille Charles Leclerc-Oscar Piastri. On est au 8e tour. Oscar Piastri emmène plus de vitesse que Leclerc, vous le voyez à la sortie de l'eau rouge. Dans la ligne droite qui suit, bien sûr, de Kemmel, il va se décaler justement à l'extérieur sur la trajectoire idéale avant d'arriver, bien sûr, au combe. Mais vous allez le voir, Leclerc le serre et fait un petit peu d'intox, ouais, on peut le dire ainsi. Piastri insiste et oblige même Leclerc à lui laisser la place. Il tente en fait de se faufiler, mais Leclerc le ralentit de par cette manœuvre avec malice très légèrement dans il a son une dos. direction, très floue. Laisse-le finir. Leclerc retarde ensuite, vous allez le voir, à l'arrivée au combe, son freinage, ce qui lui permet de rester devant. Il effectue un petit mouvement sur l'extérieur, un petit mouvement justement sur la gauche pour inscrire au mieux sa voiture à l'entrée des combes. C'est en tout cas l'analyse des marshals, des commissaires de course. La roue arrière de Leclerc percute la roue avant droite de Piastri, ce qui semble indiquer qu'il n'avait peut-être pas suffisamment d'espace pour passer l'Australien. On voit que sa roue avant gauche tutoie d'ailleurs, vous le voyez bien, la ligne blanche. Elle n'est pas complètement posée non plus sur le vibreur. En définitive, l'Australien va perdre des éléments, endommager son plancher. Il perd 5 à 10 points d'aéro, ce qui équivaut en fait à un déficit de 2 à 3 dixièmes par tour. Alors dans leur rapport, les stewards indiquent que Leclerc n'a pas délibérément poussé Piastri hors de la piste. Ils estiment qu'il suivait la trajectoire de course en s'écartant légèrement à gauche pour justement préparer l'entrée dans le virage. Le rapport indique aussi, au vu de la position de l'essieu avant de Piastri par rapport à la voiture de Leclerc, que le dépassement de l'Australien dans ces circonstances aurait été impossible. Le fait que Leclerc n'ait pas été sanctionné, Pierrot, tu le disais, pour toi c'est un scandale, en tout cas c'est une erreur de la part des commissaires. C'est marqué noir sur blanc dans le Code sportif international, chapitre 4 B. On sent qu'il a bossé le mec. C'est marqué. Prouve pas. C'est marqué noir sur blanc que après avoir défendu une position hors trajectoire, le pilote qui a défendu a le droit de revenir sur la trajectoire en laissant une voiture d'espace pour permettre à l'adversaire de pouvoir être présent et pas se retrouver dans le décor. S'il y a contact, je suppose que du coup il n'a pas laissé suffisamment d'espace. Qu'est-ce qu'on entend par espace ? Une largeur de voiture. Oui, non, mais une largeur de voiture avec quoi ? La ligne blanche ? Avec la ligne blanche, avec le bord de la piste. Donc la bord de la piste est délimitée par la ligne blanche du Mais tracé. puisqu'on dit qu'ils sont hors piste en ayant les 4 roues dehors. Est-ce qu'ils sont pas en train... Non, mais je cherche la merde. Non mais t'as raison, t'as raison, mais fait- le bord de piste est délimité par la ligne blanche. Et à partir de la ligne blanche jusqu'à la voiture de celui qui a défendu, t'es censé le laisser une voiture. Oui, mais d'écart. j'ai déjà vu des manœuvres comme ça où le mec avait la moitié de la carte. Oh, terrible. La moitié de la carte, Tintin. La moitié de la voiture sur le vibreur, et comme il n'y a pas contact, on ne note pas d'incident. Mais parce que Et c'est la même situ, tu vois. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord, et ça va rejoindre le point qu'on déteste peut-être tous, ces circuits complètement bétonnés. C'est que effectivement, quand tu as de la place sur à la fois le vibreur, un peu de runoff, etc., tu laisses une marge de manœuvre et tu dis ok, si je le tasse un peu, ça peut passer, comme ça peut être le cas par exemple en Autriche ou ailleurs. Tu te dis voilà, là les commissaires peuvent faire preuve de clémence. Là, on peut avoir une interprétation de la règle de la part du commissaire en disant on laisse jouer, c'est bon, c'est agressif, mais c'est le spectacle, c'est les émotions. Là, pour le coup, il y a quand même de l'herbe, on arrive à 300, on est sur un vibreur, il y a un contact roue contre roue au moment où on met le pied sur le frein. Encore une fois, si Charles Leclerc met tasse Piastri encore un peu plus, je pense que là il y a un décollage, et quand on a vu aussi le regard qu'il a mis dans la cool room en revoyant le replay, Il sait qu'il aurait dû avoir pénal. Non, moi je pense qu'il sait que ça aurait pu très mal se terminer. Oui. Et c'est pas la même chose. Et je pense que Leclerc, alors encore une fois, et c'est dit dans le rapport qu'il n'y avait pas intention de trop tasser, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense pas que Charles était en surdéfense hyper agressive de dire non, tu vas pas passer, nanana. Je pense, et c'est une constante chez Charles, je trouve, c'est qu'il a parfois beaucoup de mal à justement doser. laisser, à doser, et parfois est un petit peu trop sérax avec les adversaires en piste. Hamilton 19, Monza. Exactement, c'est ce que j'allais citer. Donc pour le coup,
tu vois, effectivement, je me dis que 2 fois Charles Leclerc sert assez ses adversaires. Je pense juste parce que il regarde le point de corde plutôt que de regarder l'angle mort dans lequel il peut pas voir son adversaire. Donc voilà. C'est Bono qui a averti Antonelli en disant fais gaffe Attention, parce que Charles est pas tendre sur le côté. Non, mais enfin, moi ce qui m'énerve, c'est que cette action-là, elle peut être reproduite 800 fois et elle aura 10 versions d'analyse différentes en termes de par la FIA. Ouais. Tu fais ça à Jeddah, le mec il prend 10 secondes. Mais attends, je te coupe juste sur un point. Est-ce que c'est un problème ça qu'il n'y ait pas de consensus? Tu vois, par exemple, je vais prendre un autre sport, le football. Il y a un arbitre. En fait, une décision arbitrale dans n'importe quel sport, elle est binaire ou non binaire. Si elle est binaire, c'est oui ou c'est non. Donc tu te réfères au règlement. Et si elle est non binaire, c'est sujet à interprétation. À partir du moment où on a des arbitres différents sur chacun des matchs ou chacun des grands prix, est-ce un souci qu'il n'y ait pas de constance dans les décisions soumises à interprétation? Dans la mesure où en fait il y a des points en jeu. Et, il y a quand même pas d'interprétation. Il laisse pas la place. Sinon, il aurait pas perdu des éléments. Bah oui, mais si non, c'est le contact qui te fait dire ça. Si jamais il n'y a pas contact, tu penses qu'il a laissé la place. Ah, mais s'il n'y a pas contact, il a laissé la place. Si Piastri il se met 10 cm à gauche, bah tu t'estimes qu'il a laissé la place, alors qu'en fait pas du tout. Donc en fait, il a le droit. En fait, le truc c'est que Piastri, il a complètement le droit. Il a le droit d'être là, mais s'il veut éviter le contact, il le peut encore. Certes, c'est pas à Piastri d'éviter le contact. On est bien d'accord, mais je force le trait exprès pour te montrer en fait que c'est toujours la conséquence, malheureusement. Oui. Et que Piastri, s'il abandonne sur ce contrat, je sais pas ce qu'il y a. Les mots ils sortent, on dirait Cabrel. Ça sort en aléatoire. Il y a de la fatigue. En fait, si Piastri il se met un tout petit peu à gauche et qu'il freine comme ça, je te garantis qu'il n'y a pas enquête. Et pourtant, il aura laissé la même place, Charles Leclerc. C'est l'incident qui mène à enquête. À enquête, oui. Mais parce qu'il y a contact. Mais pas exactement, mais du coup avant il aurait laissé la même place. Tout ça pour te dire qu'en fait un comportement de Piastri peut emmener à une enquête sur Leclerc, alors que Leclerc aurait pu faire exactement le même mouvement. Et c'est ça le problème, c'est que s'il y a incident, quand on se met à juger les incidents pour une pénalité, ça veut bel et bien dire que le règlement est appliqué s'il y a incident, donc s'il y a conséquence. C'est pas parce qu'il n'y a pas de conséquence sur la position de Piastri qu'il n'y a pas de conséquence. Il y a une conséquence, c'est l'incident. J'ai pas compris. T'as pas compris? Non. Mais t'inquiète. Si, je suis fatigué. Ceux qui ont eu leur bac, une bonne note en philo, vous nous dites en commentaire. Bref, c'est une blague. Je comprends, mais ça m'énerve. C'est qu'en fait, moi, ça me dérange pas de juger l'incident, comme tu l'as dit. Ça me dérange pas de juger la conséquence. Mais juste, ça me dérange pas qu'on la juge. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'on prétende ne pas la juger. Oui, c'est ça. C'est l'hypocrisie. Là, on prétend juger l'incident en lui-même. L'incident, c'est le contact. Et avoir des contacts, c'est justement prohibé par le règlement. Mais selon toi, bah oui, du coup, il n'y a pas de pénalité. D'où le problème. Oui, voilà, on a jugé la conséquence. Piastri a continué, pas de pénalité. Russell dans le bac, pénalité. Après, c'est ça qui m'énerve. Ah, d'accord. Putain. La conséquence pour. Allez, 6 euros. La conséquence. Quand c'est même. Pierrot, c'est 20 à chaque fois. On va se faire un sacré gueuleton. Non, mais la conséquence, quand même, c'est que c'est une course ruinée pour Piastri derrière. Ruinée, non. En termes de rythme, il perd quand même 3-4 dixièmes au tour. Alors, il y en a qui sont généreux qui disent qu'ils perdent 5 dixièmes. Plutôt 3-4, moi je pense, mais ça fait beaucoup quand même. C'était pas si majeur que ça, mais oui, enfin. Ok. De toute façon, on juge sur les 3 virages d'après. Ceci dit, au même virage, en tout cas à la même approche, etc. En 2000, c'était quoi, 11 Hamilton Kobayashi, ça s'est fini dans le mur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, par contre, Piastri a déjà dépassé Leclerc au combe. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Oui, c'était l'année dernière, je crois. Il lui a mis un XT de zinzin. Alors peut-être que Charles a appris de ses erreurs et s'est dit la prochaine fois, pas cette fois-ci, mon pote. Enfin, il y a batterie maintenant. Je pense pas, mais oui. On referme cette page, cette discussion arbitrale, les amis, et on en ouvre une 3e pour parler d'un Français, Isack Hadjar, et d'un nouveau concept que l'on retrouvera peut-être dans le dictionnaire, la Hadjartada, la remontada d'Isack Hadjar. Enfin, le numéro 2 qu'il faut à Red Bull. Les gars, c'est un débat qui a commencé en 2019. On était déjà réunis tous ensemble. Il y avait notre ami Hamza aussi qui était avec nous. On se disait, mais y a-t-il un pilote pour cette numéro 2 ? C'est vrai.
combien de temps après 7 ans après, on a peut-être trouvé justement ce pilote. Revenons sur les faits bien sûr de ce week-end. Changement de moteur, de turbo et d'échappement. Un week-end qui commençait mal pour Isack Hadjar, qui a pris une pluie de pénalités. Il a bien sûr réussi à se qualifier en Q3 après tous ces changements le samedi. Il a été un numéro 2 absolument modèle puisqu'il offre l'aspiration bien sûr à Verstappen en Q3 qui permet quand même à Max d'aller chercher cette deuxième place. On le voit d'ailleurs dans le comparatif entre le tour de Max et d'Antonelli, à quel point cette aspiration dans le troisième secteur a apporté et lui a permis justement de surperformer. Pénalisé, il est parti 21e sur cette grille. Il y a ce coup stratégique et je sais que vous allez en parler les gars sous safety car et aussi sous virtual safety car, c'est-à-dire qu'il change 2 fois de pneus sur la safety car du début de course pour pouvoir derrière purger ces 2 typologies de pneumatiques et puis derrière il rechange ses gommes alors qu'on pensait qu'il allait au bout avec ses durs, il rechange de gomme lors de la virtual safety car, un nouvel arrêt gratuit et un nouveau train de pneus durs. Mine de rien, quand on regarde les rythmes de plus près, il est dans le rythme des McLaren, un peu plus dans le rythme de Piastri que celui de Lando Norris. Il termine seulement à 12 secondes de Max Verstappen qui s'est lancé quand même depuis la première ligne. Et puis, petit cocorico, petite stat, c'est pas la plus impressionnante, mais quand même, 6e top 6 consécutif. C'est le premier Français à réaliser ça depuis Alain Prost en 1993, qui avait une voiture un petit peu plus dominante à l'époque avec sa Williams. Les gars, on sera d'accord pour dire que Isack Hadjar, même s'il n'a pas été élu pilote du jour hier, c'est le vrai coup de cœur de ce Grand Prix de Belgique. C'est le vrai hold-up de la part de Charles Leclerc d'être driver of the day hier, hein, du coup, parce que je pense que ça rapporte rien, mais oui, mais bon. Mais Hadjar, autant que Norris d'ailleurs, mérite complètement de se faire féliciter sur la course qu'ils ont fait. Un petit peu, t'as raison. Parce que Hadjar, le nouveau livreur Deliveroo incroyable de chez Red Bull, voilà, en fait suffisait de chercher un livreur, hein, c'est tout. Pourquoi se prendre autant la tête mais la course qu'il fait, c'est encore une fois, là pour le coup, je pense que c'est un Grand Prix référence pour Hadjar. On avait parlé déjà de week-end référence, je pense, un peu plus tôt dans la saison, si je dis pas de bêtises. Là, c'est un Grand Prix référence. Ça a remonté, surtout sur le début de course, en prenant le temps qu'il fallait prendre, en faisant des beaux dépassements aussi. Alors, on voyait ça dans la petite lucarne. Ouais. Mais sinon, ça a été extrêmement bien géré et très bien joué aussi. Je pensais pas qu'il allait le faire, de rentrer sous VSC, sous la grande VSC et de se remettre des hards, alors qu'il avait été rodé évidemment, mais de remettre des hards pour essayer de réattaquer un peu sur la fin de la course. Je pense que ça a été très très fort d'un point de vue stratégique et même d'un point de vue pilotage de la part de Isack. Donc y a pas, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire à part bravo. Terminer où il termine, quand tu vois où part Norris par exemple, parce que moi je vais le comparer à Norris et je veux juste faire un petit rappel. Pour moi, Norris fait un début de saison exceptionnel en termes de pilotage et d'exécution des week-ends. C'est juste que sa voiture elle est mais sinon Norris il est exceptionnel. Quand tu vois qu'il part 8 places derrière, qu'il termine là où il termine par rapport à Norris, certes, Norris n'a pas profité des mêmes avantages que Hadjar, et ça se trouve, Norris il fait arrêt déconnant, P4, stratégie ratée, ils l'ont reconnu chez McLaren. Mais moi je trouve que Isack Hadjar a mieux remonté que Norris. J'ai trouvé. Alors certes, les 6 premières voitures à remonter, c'est pas les mêmes. Hein. On parle d'une Aston Martin où tu la remontes en vélo. Mais je sais pas, il fait un week-end parfait. Je sens qu'il s'amuse au volant de la voiture, qui a rien à perdre, que la pression sur ce week-end-là, comme les autres, il la boit parce qu'il sait qu'en rythme, il est pas trop loin de Max en rythme de qualif. Et j'ai l'impression qu'il y a que ça qui lui importe vraiment. Exactement. Pour bien se positionner pour un week-end. C'est d'être dans les 3 dixièmes par rapport à Max. Des fois c'est 4, des fois c'est 5, ça arrive. Mais le plus régulièrement, Q1, Q2, tu les vois, ils sont quand même assez proches les deux. Et t'as tellement l'impression, enfin en tout cas dans les discours qu'on avait eu avec lui, que c'était le plus important, c'est de pas être loin en rythme pur de Max, que derrière il peut construire solidement son week-end. Et les top 6 consécutifs, tu dis que c'est pas une stat impressionnante, moi je trouve ça hyper impressionnant. Non, c'est pas ça. C'est une stat qui est méga impressionnante. Ce que je dis, c'est qu'hier il y a eu tout un élan en mode c'est historique depuis 93, etc. On parle pas, tu vois, par exemple de c'est la première victoire ou le premier, je sais pas, enchaînement. C'est le premier Français à enchaîner 3 victoires d'affilée depuis. Voilà, mais bien sûr. Mais t'as raison, c'est dans un contexte où t'as 2 voitures qui sont historiques, c'est ça que je veux dire. C'est méga impressionnant, mais c'est pas un acte d'histoire. Non, mais c'est un marqueur. C'est un marqueur. Voilà, c'est un marqueur intéressant. Et quand tu sais que tu as 4 voitures qui sont censées être intouchables, pour la Red Bull, je parle, qui sont Ferrari et Mercedes, il en reste pas beaucoup des places derrière.
pour aller faire ça consécutivement. Bien sûr. Et quand c'est ta deuxième année en F1 et que tu arrives à être régulier comme ça, certes, t'es pas tout le temps au niveau de Max Verstappen, et Max Verstappen avait des problèmes, mais avec 30 points de retard. Enfin, je veux dire, c'est solide. C'est vraiment solide. Il fait aujourd'hui ce que les autres faisaient pas. C'est-à-dire que donner l'aspiration à Max Verstappen, tout le monde sait le faire, mais derrière, quand ton week-end est censé être ruiné dès le début et que tu arrives et que tu mets 8 points, soit autant que ce que tu aurais mis si tu étais parti P6 ou P7, bah, c'est fort. Et puis dans l'approche mentale, le fait d'être libéré, tiens, on va regarder une petite déclat, c'était sur Viaplay, c'est la télé de Max Verstappen, hein, très clairement. Viaplay, c'est le diffuseur néerlandais. On est samedi après la qualif, beaucoup se seraient mis la pression en se disant mince, je vais partir depuis le fond de grille. Il est absolument impeccable justement sur cette séance de qualif, et en Q3 il donne l'aspi à Max Verstappen, et il arrive débonnaire devant Viaplay, et puis il dit voilà, en gros il décide où il veut que ce soit livré, je m'occupe de la livraison, c'est comme Deliveroo. Non mais en fait ça montre quand même toujours l'approche mentale très solide d'Isaac Hadjar, qui a fait aussi un énorme travail, il l'a dit, hein, de préparation. Autre déclat, c'était sur Canal bien sûr hier à la fin de la course, il dit je suis content, le rythme était bon comme à Silverstone, là-bas je n'avais pas pu montrer mon rythme, mais là j'avais la piste claire, je me suis bien amusé à dépasser. La course a été préparée tout le week-end en termes d'approche, on savait que le rythme de qualification ne serait pas important, j'ai fait mon boulot et c'était la meilleure course possible. Un numéro 2 aussi consistant chez Red Bull, honnêtement. Et puis c'est parfait, il inquiète pas Max. Non mais complètement, il est au service de Max. Max lui a rendu hommage après la qualification, parce qu'on a vu que certains par le passé avaient essayé de titiller un petit peu Max, qui ne lui avait pas plu et ce qui n'avait pas plu à son clan. C'est important pour la construction justement. Dans la fenêtre parfaite de développement pendant que Max est encore chez Red Bull. Tu sais, je titille pas Max au point de créer des tensions dans l'équipe, et tu sais qu'à ce moment-là tu vas perdre parce que comme Perez par exemple. Voilà. Et en même temps t'es pile à la bonne distance pour mettre les points qu'il faut pour l'écurie, c'est royal. Exceptionnel. Moi je pense que Hadjar est l'une des bonnes raisons pour que Max reste chez Red Bull aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup de raisons pour qu'il reste chez Red Bull, hein, Max, mais si on devait faire des colonnes plus et moins, Hadjar serait dans la colonne plus en mode j'ai un coéquipier qui me donne la speed, j'ai un coéquipier qui est là quand on a besoin de lui, j'ai un coéquipier qui marque des points, qui tire aussi tout le monde vers le haut, parce que mine de rien il y a quand même une ambiance un peu de merde depuis les ailerons Macarena machin truc et tout. Le Isaac il se démonte pas, il construit son week-end en sachant, il sait très bien que il y a la qualif, c'est no way, mais il faut aller au moins en Q3, donc voilà. Donc il construit tout son week-end sur son rythme de course, très bien, il exécute tout parfaitement. Le seul truc sur lequel moi je veux revenir, c'est effectivement la stat impressionnante des 6 fois dans le top 6 consécutif. Je trouve pas ça si impressionnant que ça, en partant du principe que le Big Four c'est 8 voitures et que dans la plupart des cas, il y a toujours soit une voiture derrière qui a chié et pardon. Il y a toujours une voiture qui s'est retrouvée dans le Hayden s'en va. Je m'excuse vraiment platement auprès des spectateurs et des auditeurs qui nous écoutent. Mais pas des RMC. Mais merci Pierrot, on ira faire un bon resto. Je suis sincèrement désolé. Le nouveau Daniel Rigaud de la F1. C'est juste que ce jeu existe déjà à RMC. Hein, dès que je suis fatigué, ça part un peu en live. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a toujours une voiture qui est soit dans le bac ou qui a abandonné ou qui a foiré la stratégie. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Et à Silverstone, je me souviens même plus ce qui s'est passé. C'est vous dire à quel point la fatigue est arrivée, mais il y a de quoi, Max? Non, Max il a fait dans le bac. Isaac décollage. Non. Non, j'ai n'importe quoi. Max s'est retrouvé dans le bac et il y a une autre voiture qui a pas terminé. Antonelli. Antonelli. Qui est 15e. Donc en fait, moi ce que je vois, alors je vais me faire l'avocat du diable pour le débat, pour la beauté du débat, mais du coup Isaac se retrouve toujours en dernière position entre guillemets de ce Big Four, pas hier, de ceux qui restent. Problème stratégique chez Norris. Enfin, excuse-moi, mais ne pas servir de la VSC, il prend 30 secondes, si peut-être pas plus, juste sur son arrêt au stand, alors qu'il est censé en prendre peut-être une bonne grosse dizaine, voire 15. Donc il y a 15 secondes qui perd juste parce qu'ils font un mauvais choix stratégique. Mais parle de ça si tu veux, l'autre il part P21. Non mais je dis pas stratégique au stand. Non mais je dis pas. Non mais attends, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je dis pas que Isaac a pas fait une belle course. Je dis juste que mine de rien, il finit toujours en dernier du top 6. Alors certes, il finit dans le top 6, mais derrière les deux derrière qui sont dans le Big Four, parce qu'on va pas parler des Lindblad, des Bortoletto, etc. Moi, c'est là-dessus que je voulais vous relancer, les gars, parce que c'est quand même important. Ça valorise quand même la performance de Isaac Hadjar, parce que derrière, on a quand même deux types qui sont passablement impressionnants chez Racing Bull. Le petit Arvid Lindblad, qui a encore fait un week-end absolument extraordinaire. Lawson, on n'en parle pas beaucoup, mais qui est d'une régularité exceptionnelle. Mine de rien, Isaac, il a intérêt à performer cette année, parce que ça pousse au portillon derrière. Aussi,
faut se demander qu'est-ce qu'on demande à Isaac Hadjar. Est-ce qu'on demande à Isaac Hadjar de venir bousculer de la faire ce qu'il hiérarchie, fait là. ou est-ce qu'on demande à Isaac Hadjar de mettre des gros points avec la Red Bull et de ne pas se faire humilier par un pilote Racing Bull, ce qui est arrivé depuis 5 ans. Bah là, en fait, il fait le taf qui a été demandé au deuxième pilote et qui n'est pas arrivé depuis 5 ans. Point barre. Vous pouvez peut-être vouloir qu'il soit genre en tir groupé avec Max Verstappen et qu'il soit devant les McLaren ou quoi. Moi, j'ai quand même le sentiment que la Red Bull est passablement moins forte que la McLaren. Ça dépend des circuits. Mais ce qu'il fait là, je suis désolé, c'est ce qu'on lui demande. Et c'est ce qu'on a demandé depuis des années à une panoplie de gars qui n'ont jamais réussi. Alors évidemment, ça fait 10 Grands Prix et les autres, ils ont mis quand même 30, 40, 50, 60, 70 Grands Prix avant d'être détruits mentalement. En attendant, c'est pas le chemin que ça en prend. Et je trouve que c'est ça qu'il faut souligner aujourd'hui. Mais t'as raison. C'est que Isaac Hadjar, aujourd'hui, est le seul pilote depuis 5 ans dans la Red Bull numéro 2 qui, à mi-saison de sa première saison, n'est pas dans des discussions de menaces pour être rétrogradé. C'est le seul. C'est déjà énorme. Hormis quelqu'un qui ramène 25 millions et qui vient de Mexique. Exactement. Mais sinon. Enfin, il s'est retrouvé dans ces discussions assez rapidement il y a quelques années. Oui, quand même, hein. mais on l'a re-signé parce qu'il a ramené des thunes. Mais en attendant, aujourd'hui, le line-up, c'est la première fois que Red Bull se dit Exactement. parfait. Exactement. Et ça, c'est un énorme motif de satisfaction. On peut dire que même l'objectif est rempli, entre guillemets, pour Isaac. On notera que les rythmes de Isaac et de Norris étaient quand même très impressionnants. Norris était le 4e meilleur rythme en course malgré la gestion du trafic. Et même chose pour Isaac. Je crois que c'est le 6e, je crois. Il catch presque le rythme de Lewis Hamilton. Mais encore une fois, lui, avec une gestion du trafic. Donc bravo à tous les deux. Ça a été 2 immenses coups de cœur. Et puisqu'on adore Isaac, on le place un petit peu. Norris, cette saison, s'il avait une caisse. Ah ouais. Mais il est peut-être pas si largué. Alors, attendons de voir. Il avait dit que ça mettrait, il y avait 4-5 mois de retard sur les top teams que sont Mercedes et Ferrari. Il est loin au championnat et c'est pas complètement terminé. S'il y avait une solution miracle du côté de chez McLaren, peut-être. 5 mois, c'est décembre. Donc... Oui, non, mais t'as raison. Non, mais après, j'allais dire. On a un package. Non, mais je me méfie toujours de ce genre 2027, le package. Je me méfie toujours de ce genre de déclarations qui peuvent être aussi un petit peu intox. Mais en tout cas, bravo à tous les deux. 4e enseignement, les gars. Il y a une réjouissance, une grosse déception. Audi, Williams, franchement, on l'avait pas vu venir. On l'avait pas vu venir que il y a 2 ans, on promettait l'enfer, je le disais, à Audi. Finalement, ça roule plutôt pas mal et surtout, c'est 4 points. 8e place, et top 10 validé par Bortoleto sur les 2 dernières courses. Et à l'inverse, Williams, on leur promettait des choses absolument exceptionnelles. On tressait les louanges du projet Williams façon James Valls, qui nous avait dit on sacrifie 2024, on sacrifie 2025, parce qu'en 2026, on va arriver et on va casser le plafond de verre. Ouais, mais non, pas du tout. Des retards, un problème de poids, une FW48 dont la base semble être complètement ratée. Williams, on peut le dire, c'est l'autre catastrophe industrielle, les gars, de cette saison 2026, bien masqué et couvert bien sûr par l'immonde Aston Martin, il faut dire les mots, là on a le droit de le dire, et ça montre aussi peut-être un pari raté pour James Valls avec toujours des problèmes structurels au sein de cette écurie Williams. Et puis pour Audi, on met en parallèle les 2 soucis, mais Audi quand même, on a souvent dit que le problème c'était là où le bas blesse, c'était le moteur. Un peu à l'image de Ferrari, on l'a dit tout à l'heure, dans un circuit où les pleines charges sont quand même assez importantes. Bortoleto a été plutôt impressionnant. Comment on juge justement cette situation avec Audi qui se rapproche un peu plus, qui s'installe dans ce midfield, et Williams qui s'en éloigne tout simplement. Moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que on envoyait Carlos Sainz chez Audi. Ouais. Carlos Sainz a refusé le projet Audi parce que convaincu par les doux mots de James Valls, et j'en fais partie. Ou pas convaincu par le projet Audi à l'époque aussi. Ou pas convaincu par le projet Audi. Les signaux du marché te disent que le projet va être fou quand même. De quoi ? Tu réussis à garder Albon après 2 saisons folles en 23-24 et que mais il va pas. Où est-ce qu'il pourrait aller Albon ? Enfin, où est-ce qu'il pouvait aller Albon ? Mais je sais plus si c'est en 22 ou en 23, mais il a une cote de fou. Il sortait d'une grosse saison. Et Sainz, au moment où il se fait sortir par Ferrari, il est au pic. Et il a une cote de fou. Il discute avec Mercedes. Je dis pas qu'il aurait dû signer chez Mercedes, mais il discute avec d'autres teams que Williams. S'il fait le choix de Williams, le marché te donne quand même des indications comme quoi c'est censé aller. Non, mais tout ça pour dire qu'au final, quand tu vois la progression d'Audi, parce que eux, leur préparation était catastrophique, avec les changements de management qu'il y a eu dans tous les sens, c'était je vais m'excuser une fois de plus, mais un bordel sans nom. Ça, t'as le droit. Une chienlit. Donc, on se dit, ça va être la cata. Le moteur, on se pose quand même des questions. Moi, je me pose la question de savoir si le gros turbo, justement, qu'ils ont, c'est pas ça aussi qui les a aidés pour Spa et Silverstone notamment. Donc, j'ai hâte de voir, justement, ce que ça va donner Hungaroring. J'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner à Monza.
Donc voilà, et effectivement chez Williams, mais c'est la catastrophe. On s'est dit pendant 2 ans, bon bah on juge pas très bien, c'est en train de bosser, nanana. Ils arrivent, voiture en surpoids de zinzin, ça En échoue, retard. crash test, enfin il y a rien qui va. Et là, quand t'entends les pilotes, même Albon, il se rebelle un nombre de fois incalculable sur son propre ingénieur de course en disant ça va être encore la faute de mon pilotage cette histoire. Albon, hein. Albon, Oui, Albon qui est Albon, censé suffisamment rare. qui est généralement Le gars se plus tait doux qu'une et, peluche, et il est. c'est ça. Ouais. Et Sainz, bon bah il commence pareil à mettre des tirs un petit peu à Williams. On commence à parler de lui chez Audi. Ouais. Enfin, c'est lui, paraît-il, hein, que c'est plutôt son téléphone qui appellerait celui d'Audi plutôt que l'inverse. Non mais voilà, non mais bien sûr. Ouais. Donc t'es là, tu mais c'est le monde à l'envers et c'est moi ça me fait très mal au cœur pour Williams parce que j'attendais avec impatience 2026 en me disant let's go, ça va être trop bien. Je sais pas si c'est une constante le fait d'avoir Matterman dans une écurie qui fait que t'as une voiture qui est quoi qu'il arrive plus lourde puisque C'est peut-être une 2024 explication. chez Alpine c'était le cas. Il est passé chez Williams, bon. Voilà, chez Williams, je crois, il me semble qu'ils ont récupéré quand même pas mal d'ingés de chez Enstone aussi. Mais bon, ça me fait un peu mal au cœur. Et en même temps, je suis aussi content pour Audi parce que, mine de rien, les petits nouveaux qui arrivent avec un tout nouveau moteur qui fonctionne contrairement à d'autres, bravo. Donc voilà, écoutez, on va voir ce que ça va donner la suite. Hein. Quelques déclats, les gars, qui peuvent vous donner quelques billes. Vous parliez d'Alex Albon et de Carlos Sainz. Alex Albon, hier, c'est sur Sky Sports. C'est toujours très intéressant dans ces analyses. On ne cesse de le répéter sur ce plateau. Il dit « Nous savons que les autres équipes progressent beaucoup plus rapidement que nous et notre évolution prévue à Bakou ne comblera probablement pas complètement cet écart, mais nous allons faire tout notre possible pour trouver davantage de performance. » Carlos Sainz, ça a été beaucoup plus lapidaire. C'était sur DAZN, toujours à l'arrivée de cette course. Il dit « L'écart avec le midfield continue de grandir et nos prochaines évolutions ne permettront pas de combler totalement ce retard. Belle cote en bourse, hein. Ah ouais, là, t'as envie de croire au projet, t'as envie de payer pour voir. des chèques. Non, mais surtout que c'est pas comme si le développement d'Alpine était fantastique. Il est cata en ce moment, t'as raison de le dire. Alpine, ils ont apporté très peu d'amélioration depuis le début de la saison. Racing Bull, tu dis adieu là, c'est bon. Tu peux dire adieu. Donc il te reste qui ? Il te reste Audi qui au final progresse lentement mais sûrement et qui a un package qui est mine de rien assez régulier sur l'ensemble de la saison. Alors ça se reflète pas au point parce qu'ils ont du mal à mettre des points, mais au final ils sont très régulièrement 11, 12, 13, ils sont par là quoi. Ils sont jamais beaucoup plus bas que ça. En fait, il faudrait à Audi une grosse course un peu chaotique qui a été le cas pour Racing Bull et Alpine pour remettre un peu des points. Et là on aurait une lecture du championnat en termes de points qui serait un peu plus proche de la réalité. Après niveau châssis ça doit être très fort chez Audi quand même parce que quand tu vois le déficit justement que peut avoir ce moteur. C'est là que je voulais en venir, c'est que tu as deux philosophies différentes. T'en as une où Jens Vols est arrivé avec son expérience de Mercedes en te disant c'est ni fait ni à faire, faut repartir d'une feuille blanche. Sauf que pendant que tu dis faut repartir d'une feuille blanche sur le nouveau concept 2026, tu as une voiture que tu réussis à développer en 24 et en 25 d'une manière où peut-être qu'il faut te baser dessus pour que ça fonctionne. À l'inverse, chez Audi, tu pars d'une Sauber qui est cataclysmique, avec Valtteri Bottas à son volant, donc, mais qui est cataclysmique et qui, mine de rien, d'un point de vue miraculeux, en 2025, se met à marquer des petits points par-ci par-là et qui est pas si mal que ça. Génial! On va quand même peut-être se baser là-dessus parce qu'effectivement, on est tellement dans la merde chez Audi à l'automne. Hein. Oui, enfin ça va. Après, par le jingle. On est tellement dans la mouise chez Audi à l'été et à l'automne 2025 que faut peut-être se baser sur les choses qui marchent. Résultat, aujourd'hui, tu as un package qui est assez sain et le moteur, on savait que ça allait être un défi et Pierrot l'a répété 1000 fois. Porsche ne s'est pas engagé en F1 parce que même Porsche disait que ce moteur était trop compliqué. Imagine quand tu lui rajoutes une composante électrique comme celui-ci. Et en fait, à côté de ça, tu as une voiture qui a fait un pari de piano, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. Et l'autre qui a dit non, on va reviser d'être les flèches de bronze et de faire une époque Weber-Montoya et de faire des 3e places. Ça ne marche malheureusement pas comme ça. Et le pari, à l'heure actuelle, il est raté. Et c'est en train de ruiner les carrières de deux pilotes, quoi. Enfin, attention, les carrières d'Albon et Sainz. Hein. Ouais. Attention, faut vite rebondir. Hein. T'as raison. Tu disais que Sainz se propose beaucoup à Audi. Alors, en tout cas, c'est la rumeur. C'est la rumeur, c'est ce qui se dit. Attention, Hülkenberg qui n'a pas marqué le moindre point, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble pas. Marque un peu le pas. Marque un petit peu le pas. Après, entre guillemets, il y a ce qu'il faut expliquer aussi aux gens qui nous regardent, c'est qu'il y a un contexte socio-économique aujourd'hui en Allemagne avec malheureusement le plan social
le plus grand plan social de l'histoire, 100 000 emplois qui vont être supprimés dans le groupe Volkswagen. Peut-être qu'il serait de bon ton chez Audi de garder justement un pilote allemand sur la grille pour voilà un petit peu de communication entre guillemets un peu positive. Voilà les gars, en tout cas pour tout ça, on a hâte de voir la progression de Audi. On l'a dit, deuxième top 10 consécutif quand même pour l'écurie Audi. Et c'est quelque chose d'important. Petit point comptable, le classement pilote et constructeur pour se rendre compte de la situation. Eh bien au championnat avant le prochain Grand Prix du côté de la Hongrie, 45 points d'avance pour Andrea Kimi Antonelli sur Lewis Hamilton, 50 points d'avance sur son propre coéquipier George Russell. Charles Leclerc reste dans la discussion et on en parlait tout à l'heure. Norris c'est 99 points. Oui mais c'est 101 points. Oui mais Max Verstappen avait remonté 90 points l'année dernière. Why not? Bien évidemment. Et puis du côté des constructeurs, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, on en parlait avec cet avantage de l'ordre, oui c'est ça, de 70 à 80, 73 points tout à fait pour Mercedes sur Ferrari. C'est pas grand chose et ça revient à ce qu'on a dit il y a quelques semaines, c'est qu'on attendait une domination outrageuse de la part de Mercedes à la façon 2014. On est loin de tout ça et ça montre aussi que cette saison 2026 est quelque part passionnante dans sa physionomie parce que pour une première saison de l'ère, on a quelque chose d'assez serré. Ferrari est plus proche de Mercedes que de McLaren. Oui, c'est ça. Ça en dit plus un paquet de 2 en haut qu'un paquet de 1 et 2 et 3. Ça fait 2 et 2. Ça en dit long les gars. Merci beaucoup à tous les deux. Mon Brice, mon Pierrot, on se retrouve la semaine prochaine du côté du Hungaroring pour parler du Grand Prix de la Hongrie. On salue notre ami Hamza. On a eu des nouvelles. Il est revenu en France, mais il est déjà revenu. Il est déjà reparti. Petite info, je pense qu'il est revenu. Moi, je pense qu'il reviendra jamais. Et il reviendra, il nous l'a dit, à la rentrée pour le retour de la semaine. Voilà. On va lui envoyer les contrats par fax. Voilà, pour être sûr. Il est parti en Patagonie avec un bouquin de Bielsa. Ouais, tranquille. Fallait qu'il se purge un peu de toutes ses émotions footballistiques. Du moins, il a été excellent, notre ami. Il a été excellent. Ça a été le meilleur. Très honnêtement. On le savait avant, nous. Nous, on le savait avant, mais ça a été là. Et vous le saviez avant aussi, et c'est ça qui est beau. Vous le saviez avant, exactement. Merci les gars, et merci à Brian Levavasseur, bien sûr, d'avoir préparé cette émission. À la semaine prochaine sur RMC Sport. Vous n'oubliez pas le rendez-vous et l'adresse. Ciao les amis.